Bonjour à tous, je suis honoré d'accueillir Waja Attali au studio. Auteur, chroniqueur et commentateur politique, il a passé des années à analyser les forces qui façonnent la politique, les médias et la société américaine. Alors que le conflit avec l'Iran continue de soulever des questions sur le rôle de l'Amérique dans le monde, nous allons discuter de ce que ce moment révèle, non seulement sur l'Iran, mais aussi sur les États-Unis eux-mêmes. Monsieur Ali, bienvenue sur la chaîne. Cyrus, merci de m'avoir invité. J'espère devenir célèbre sur YouTube maintenant que je peux enfin discuter avec toi. Absolument. Eh bien, nous allons certainement promouvoir ta chaîne YouTube parce que tu fais un travail fantastique. Je viens justement de voir ton interview chez Piers Morgan qui était vraiment excellente. Et tu sais, je veux aller droit au but, Raj. Je veux parler de cet accord potentiel qu'on voit entre l'Iran et les États-Unis. Dis-nous la vérité à ce sujet, car je pense qu'on voit les choses du bon côté. Il présente cela comme une grande victoire de Donald Trump, mais rien ne semble aller pour les États-Unis. Ai-je tort? Utilisons simplement les faits. Il y a environ 3 mois et demi, avant que cette guerre illégale, unilatérale et impossible à gagner ne soit lancée conjointement par les États-Unis et Israël contre l'Iran, le détroit d'Ormuz était ouvert. Maintenant, le détroit d'Ormuz est fermé. 4000 Iraniens et 4000 Libanais étaient en vie. Maintenant, ils sont morts. Et ce sont les chiffres que nous avons actuellement. 1 million de Libanais étaient chez eux. Maintenant, ils ont été déplacés de force par Israël dans le cadre d'un nettoyage ethnique qui occupe non seulement le sud du Liban, mais aussi Gaza et la Syrie. Comme vous le savez, en raison de vos nombreux voyages, la région Asie-Pacifique a été bouleversée par la fermeture du détroit d'Ormuz. Nous avons connu des pénuries alimentaires, d'énergie et d'hélium. Qu'est-il arrivé aux États-Unis après cela? L'essence coûtait moins cher avant. Maintenant, à cause de cette guerre évitable et ingagnable, l'essence coûte ici 4 $, 50 à 5 $, et même 6 $ dans certaines régions de Californie. Les Américains se plaignent car Donald Trump avait promis de réduire l'inflation, qui atteint maintenant 4,3% aux États-Unis. Les prix des courses, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il parlait sans cesse du coût de la vie. Il a accusé Joe Biden. Eh bien, les prix des courses ont augmenté à cause d'une autre guerre évitable que Donald Trump a commencée, à savoir la guerre commerciale. Il avait promis beaucoup d'accords. Cyrus, aucun accord n'est venu. Actuellement, les États-Unis ont dépensé 29 milliards de dollars, un chiffre sous-estimé selon le rapport du mois dernier, soit environ 1 milliard par jour. Donc je pense qu'au final, ce sera probablement entre 50 et 60 milliards de dollars, simplement gaspillés dans une guerre où la plus grande superpuissance du monde n'a pas pu forcer l'Iran à ouvrir le détroit d'Ormuz. Qu'a fait Donald Trump? La queue entre les jambes. Il est parti en Chine. Xi Jinping a refusé de l'aider, mais a signé des accords avec les géants de la tech et des milliardaires. Donald Trump a ridiculisé les alliés européens et les a plus ou moins forcés via les réseaux sociaux. Ils ont refusé de le rejoindre. Des innocents sont morts. N'oublions jamais cela, Cyrus. C'est une guerre, non? Je ne veux pas, jamais, vous savez. On évoque toujours le coût financier, mais des vies ont été perdues, des crimes de guerre commis, dont les 170 écolières touchées 2 fois par une IA défectueuse des États-Unis dès le premier jour. Ils n'ont cessé de dire, par ils, j'entends les États-Unis et Israël, que c'était une question de changement de régime. Nous avons décapité le régime totalitaire de l'Iran. Que se passe-t-il? Ils ont remplacé l'ancien Khamenei mourant par un Khamenei plus jeune et plus militant. Et donc, l'Iran est en réalité ressorti plus jeune. L'Iran, malgré les pertes qu'il a subies, en est ressorti avec un peu plus d'assurance. L'Iran est apparu comme un acteur plus puissant. Les alliés du Golfe des États-Unis d'Amérique, cela inclut l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Qatar, le Koweït, ont été affaiblis. Ils pensaient à leur propre sécurité tout le temps. Si nous hébergions des bases américaines et des entreprises américaines, nous serions protégés, non? Au lieu de cela, ils sont devenus quoi, Cyrus? Des cibles. Et maintenant, ils reconsidèrent leur alliance avec les États-Unis d'Amérique. Et à qui cela a-t-il vraiment profité à l'échelle géopolitique? La Chine. Parce que ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les reportages, c'est que nos alliés regardent les États-nations stables. Et ils se disent, vous savez quoi? Nous n'aimons pas le gouvernement chinois. Nous n'aimons pas le régime autoritaire chinois. Pourtant, il est plus fiable et stable que les États-Unis, ce qui a nui à notre position mondiale. En tant qu'Américains, cela nous a affaiblis et fait gaspiller des milliards. L'objectif de remplacer le régime a échoué. L'objectif d'ouvrir le détroit d'Ormuz et d'obtenir de meilleurs accords a échoué. L'objectif de faire baisser les prix a échoué. Et maintenant, voyons voir. Parce qu'au moment où j'enregistre ceci, il y a un sommet du G7. Et nous allons probablement voir. Nous sommes mercredi, au moment de cet enregistrement, donc dans 2 jours.
Donald Trump va rencontrer l'Iran, ainsi que d'autres alliés à majorité musulmane à Genève, pour finaliser les termes du cessez-le-feu. Et ce que nous voyons ici aussi, et c'est la dernière chose que je dirais, c'est qu'il se passe un affrontement vraiment fascinant. Et ce conflit couvre parce qu'Israël a déclaré ouvertement qu'il ne respecte pas cet accord. Israël a dit ouvertement qu'il va continuer d'occuper Gaza, qu'il va continuer d'occuper le Liban, qu'il va continuer d'occuper la Syrie. Vous avez vu Netanyahou, l'opposition, Naftali Bennett, Gantz et d'autres être tout aussi intransigeants et bellicistes. C'est une opportunité, Cyrus. J'espère que Trump la saisira et dira « Israël, c'est fini. Nous avons épuisé notre argent, notre bonne volonté et nos munitions. Je suis le premier président depuis 47 ans à faire quelque chose d'aussi désastreux que de vous rejoindre dans cette guerre ratée. Vous êtes seul maintenant. Faites ce que vous voulez avec l'Iran. Mais devinez quoi? L'Iran et les États-Unis. Nouvelles conditions. Chacun gérera ses affaires. Et s'il fait ça, Cyrus, Israël, au maximum 2 semaines, 3 semaines, c'est tout ce qu'ils tiendront, parce qu'ils ont besoin de l'aide des États-Unis, parce que l'Iran ripostera. Et je ne pense pas qu'Israël ait l'appétit pour cette guerre sur plusieurs fronts. J'espère avoir pu vous donner un bon résumé. T'as fait un récapitulatif fantastique. C'est pour ça que je veux que tu sois dans l'émission, parce que tu t'exprimes avec tant d'élégance et tu vas droit au but. Mais ce qui m'inquiète avec ça, Maj, c'est Israël, parce que je veux dire, je suis presque certain que ce plan va dérailler, n'est-ce pas? Est-ce que je ne comprends pas bien? En gros, les Iraniens ont dit que si Israël continue d'occuper le Liban, ce sera, tu sais, un signal d'alarme pour eux. En gros, ça veut dire que l'accord tombe à l'eau. Et donc, je veux dire, on sait très bien que Netanyahou va encore durcir sa position. Et aussi, penses-tu que Donald Trump pourrait vraiment s'opposer au lobby israélien, sachant qu'ils lui ont été si utiles et qu'ils l'ont aidé à accéder à la présidence? Oui. Alors regardons les termes de l'accord, d'accord? Ce que nous savons, parce que nous n'avons pas vraiment vu le texte. Quel était l'enjeu? Je veux dire, ça revient à ta première question. Je veux dire, ça rend tout ça tellement plus douloureux, Cyrus, n'est-ce pas? Car je souhaite, si possible, évoquer un élément de données rarement abordé. Si tu remontes à environ 3 mois et demi, le jour de la guerre, le jour où les États-Unis et Israël ont annoncé conjointement qu'ils menèrent cette frappe de décapitation qui a tué l'ayatollah Khamenei, Donald Trump a évoqué un changement de régime et a incité les Iraniens à se soulever. Mais rien ne s'est passé. Le ministre des Affaires étrangères, Omané, a fait tout le trajet jusqu'à Washington, a supplié de rencontrer J.D. Vance et Donald Trump, et a dit à J.D. Vance, le vice-président, « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites à Donald Trump de ne pas commencer cette guerre. » En fait, grâce à la diplomatie, l'Iran est allé plus loin et a accepté plus que ce qu'Obama avait obtenu avec le JCPOA, l'accord entre les États-Unis et l'Iran, que Donald Trump a fait exploser, ce qui veut dire qu'ils aiment cela. Et maintenant, tout le monde dit que cet accord était un coup diplomatique et un succès. J'ai toujours pensé que c'était un coup diplomatique. Même les va-t-en-guerre étaient opposés à cet accord avec l'Iran. Comment pouvez-vous faire ça? On ne peut pas leur faire confiance. Nous, on disait waouh, 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 c'était bien. Donald Trump, s'il te plaît, ne le fais pas exploser. Qui le fait exploser? Donald Trump lors de sa première administration. Il se fait mener par le bout du nez par Netanyahou, n'est-ce pas? Le ministre des Affaires étrangères Omané a affirmé que l'Iran avait accepté, grâce à la diplomatie et à la médiation, d'aller au-delà du JCPOA, déjà considéré comme un grand succès. Si Donald Trump, Cyrus, était simplement sorti en disant « J'ai fait plus qu'Obama », ils ont accepté d'aller plus loin. Même moi, un grand critique de Donald Trump, je serais obligé, Cyrus, d'aller chez Piers Morgan et de dire que c'est un succès diplomatique pour Donald Trump. Il a en fait raison. Il a trouvé mieux que le JCPOA. Que fait-il alors, Cyrus? Il reste le seul président. Ceci s'adresse à votre audience internationale. Il y a une raison pour laquelle aucun autre président en 47 ans, républicain ou démocrate, n'a fait cela. Parce qu'ils ont simulé cette situation, et ils savaient que ce serait un désastre. Même George W. Bush a mené la désastreuse guerre contre le terrorisme, en Irak, Afghanistan, et des frappes de drones en Somalie, Pakistan et Yémen. Même lui, il disait « Non, 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 on n'ira pas en Iran ». Et si tu te souviens, Netanyahou, même à cette époque, est venu aux États-Unis d'Amérique et a fait la promotion de la guerre contre le terrorisme, en disant « Allez chercher l'Iran ». Aller chercher l'Iran. Même George W. Bush et les néoconservateurs ont dit « Non, c'est trop ». Donc Donald Trump, selon les bons reportages, Tout le monde autour de lui. même Rubio, J.D. Vance et d'autres, n'ont pas cru au discours de Netanyahou. Ce sera facile, ne vous inquiétez pas, on va s'en débarrasser, ils vont vous adorer et célébrer. Non, mais Donald Trump, comme je dis souvent, a été manipulé par Netanyahou, selon tous les rapports. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent, Tout d'abord, voici jusqu'à 350 € de bonus pour commencer. c'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse,
Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance, et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent. Je les contrôle. Et avec Mintos? Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description, les QR codes juste ici. Des rendements stables, aucune surprise pour vos investissements, et en plus de ça, un bonus. Ne ratez pas ça, et bonne chance. Reste indépendant et a pris cette décision désastreuse. Et il était sur un nuage à ce moment-là parce qu'il se disait « Regardez ce qu'on a fait au Venezuela ». Les gens oublient un peu ce qui s'est passé au Venezuela. Ce changement de régime illégal, l'enlèvement de Maduro, tout cela est illégal. Et il se disait « Regardez comme c'était facile. Personne ne m'a arrêté ». Selon nos informations, il pensait que ce serait facile et qu'il réussirait facilement. Tu te souviens, Cyrus, il a ensuite mentionné Cuba. Le lendemain, il a dit « Cuba, c'est le prochain ». Il croyait que ce serait simple, que le peuple se révolterait, qu'un changement de régime suivrait, et qu'on lui offrirait sûrement des fleurs. Même aux États-Unis, ce scénario avait été simulé, expliquant pourquoi aucun président ne l'avait fait. Pour Israël, et surtout Netanyahou, qui est actuellement assiégé, il a besoin d'une guerre sans fin. Pourquoi? Comme Donald Trump, il est accusé de corruption. Une guerre sans fin maintiendra l'attention sur un ennemi extérieur, détournant ainsi l'attention de lui. Tu te souviens? Le public israélien manifestait contre lui. Il est très impopulaire. La guerre finit. Il devra répondre de ses péchés. Notamment, pourquoi avoir laissé agir les terroristes d'octobre? Il démissionnera probablement, ou ira en prison. Donc des élections approchent en Israël, n'est-ce pas? Donc, tout le monde en Israël en ce moment, Israël est devenu une société très dure. Je suis sûr que tu y es déjà allé. Tu n'y es jamais allé? Jamais, Narayan, moi je le ferai. Tu sais, j'y suis allé 3 fois. Et quand j'y suis allé il y a environ 10 ans, je me suis dit, waouh, cette société devient vraiment de droite. Et même à l'époque, il y a 10 ans, je me disais déjà, waouh, c'est devenu vraiment très à droite. C'est allé tellement loin à droite. Et je veux juste que les gens réfléchissent à ça. La coalition gouvernementale de Netanyahou est composée d'individus qui sont essentiellement des criminels. Comme l'a dit un journaliste israélien en Amérique, imaginez si le chef du Ku Klux Klan était au gouvernement. C'est Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale. Pour vous donner un aperçu, les amis, le ministre de la Sécurité nationale, je veux dire, ce n'est pas un personnage marginal. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, il y a seulement 2 semaines, il a repartagé cette vidéo controversée d'Israël en train de réprimander et d'humilier des Européens qui étaient venus avec la flottille. Il l'a repartagée. De plus, il a célébré le fait que la Knesset israélienne ait adopté une loi d'apartheid, qui permettra de pendre des prisonniers palestiniens. Il a sabré le champagne. Il a porté un nœud coulant doré pour sa fête d'anniversaire de 50 ans. C'était juste le mois dernier. Sa femme lui a offert un gâteau d'anniversaire avec un nœud coulant doré dessus. Bezalel Smotrich, ministre des Finances, est aussi membre à part entière du gouvernement Netanyahou, et non un personnage marginal. Il y a 2 semaines, il est venu aux États-Unis et a défilé à la parade de la journée d'Israël avec nos responsables. Ce qui revient à la démonstration de force évoquée dans la question qu'il a posée sur Israël, essayant de faire preuve de puissance avec ses partenaires. Bezalel Smotrich a ouvertement déclaré et s'est décrit lui-même comme un fier fasciste juif et un fier homophobe. Voici les personnages qui composent Israël, pour illustrer où se trouve Israël actuellement avec un suprémaciste ethnique génocidaire. Ce ne sont pas que mes paroles, c'est aussi Amnesty International et l'ONU. Et je suis presque sûr, Cyrus, que tu voyages à travers le monde. Tu vois que le monde perçoit Israël très différemment du parti républicain. Oui. Donc pour répondre à ta deuxième question sur la vision différente du parti républicain concernant Israël, Israël s'est déjà exprimé. Ils vont tout faire pour faire capoter cet accord qu'ils ne respectent pas, et dont ils ne font pas partie. Hezbollah reste le même durant le cessez-le-feu. Ils bombardaient et occupent toujours. Ce n'est pas dans leur intérêt expansionniste à long terme d'obtenir cet accord. Netanyahou veut un changement de régime total en Iran, mais il ne l'obtiendra probablement pas. Nous sommes donc dans une impasse entre les États-Unis et Israël. Au G7, c'est intéressant. Donald Trump utilise un ton plus dur envers Netanyahou. Vous l'avez vu dimanche matin. Il a fait ce post où il disait « Allez, maintenant,
on ne peut pas tout faire exploser. Et puis, il y a eu des rapports divulgués selon lesquels Donald Trump a pris le téléphone et a été très ferme avec Netanyahou. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques heures après ? Donald Trump, puis plus tard l'Iran, parle de cet accord, ce qui revenait essentiellement à dire à Israël « Je me fiche de ce que vous dites, je vais aller de l'avant ». Puis au G7, vous l'avez vu ouvertement louer l'accord, louer la direction iranienne pour sa rationalité, et dire ouvertement qu'Israël a besoin des États-Unis d'Amérique maintenant, le même jour où Donald Trump dit qu'Israël a besoin des États-Unis d'Amérique. Mike Huckabee, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, dit exactement le contraire et a déclaré « Sans Israël, il n'y aurait pas d'États-Unis d'Amérique ». Et pour votre public, la question serait « Pourquoi l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, choisi par Donald Trump, est-il en train de faire l'éloge d'Israël, un pays étranger, et de dire que sans Israël, il n'y aurait pas d'États-Unis d'Amérique ? Pour répondre à votre question, Mike Huckabee représente la base de Netanyahou, qui, en Amérique, n'est pas composé de juifs. Mais, attendez, les sionistes chrétiens. Le plus grand groupe sioniste en Amérique, c'est Christians United for Israel. Ce sont un groupe de chrétiens évangéliques blancs, qui constituent également une grande partie, qui est la partie la plus fidèle de la base de Trump. Environ 75% des chrétiens évangéliques blancs soutiennent Trump. Quoi qu'il arrive, quel que soit le scandale, même si c'est un violeur, un criminel condamné, impliqué dans une insurrection violente, ils restent avec Trump. Mais pourquoi ? Ils aiment Israël. Et c'est vraiment important. Ils ne se soucient pas tant que ça des Juifs, mais ils aiment Israël, parce qu'ils croient que Jésus doit revenir. Ils croient que les Juifs doivent contrôler Jérusalem, comme condition nécessaire au retour de Jésus. Donc pour eux, Israël et les Juifs ne sont qu'un outil, une pièce sur l'échiquier, un pion. C'est pour ça que Mike Huckabee est plus pro-Israël que la plupart des Juifs en Amérique. Et puis vous le voyez critiquer cela. Vous avez vu Lindsey Graham, un va-t-en-guerre néoconservateur, critiquer cela aussi. Vous avez vu, si vous voulez, les républicains pour qui Israël passe avant tout perdre la tête. Ils deviennent vraiment furieux, tout comme les croisés du cosplay. Il y a maintenant un affrontement avec les sionistes chrétiens, les évangéliques et l'AIPAC, les candidats soutenus par l'AIPAC, démocrates ou républicains, les néoconservateurs, va-t-en-guerre et Donald Trump. Nous sommes mercredi, attendons vendredi pour voir la suite. Excusez-moi d'entamer une analyse approfondie. Non, j'adore les analyses approfondies. C'est pourquoi on veut ces conversations. Nos invités apprécient qu'on aille droit aux faits et à la vérité, sans filtre. C'est vraiment ce que j'aime dans votre journalisme et tout ce que vous faites. Vous avez dressé un tableau très clair ici. Vous savez, je trouve très difficile de porter un regard sur le Parti républicain. Et en quelque sorte, quand vous avez parlé de ces chrétiens évangéliques et des sionistes chrétiens, vous savez, moi, j'ai grandi en Floride centrale dans une communauté très conservatrice. Je connais très bien cela, c'est incroyable. Quand je rentrais chez moi, je me souviens d'aller à l'église ou de voir des gens vraiment extrêmes. Donald Trump, il disait qu'il fallait une personne guidée par Dieu, avec l'Esprit Saint en lui. Je suis tellement content d'avoir voté pour Trump et je me dis, pardon, quoi, où est-ce que tu veux en venir? Comme ça, c'est la dernière chose que Donald Trump représente. Je comprends parfaitement, c'est cet extrémisme, cette conviction qu'ils voteront toujours républicains et soutiendront toujours leur président. Et tu sais, peu importe le scandale dans lequel il est impliqué, ils vont toujours le soutenir. Et ça, je pense que c'est vraiment dangereux pour l'Amérique. Parce que si tu sais, je veux dire, même si tu connais des gens, même Dieu, la Bible dit de se méfier des faux prophètes, semblables à des loups déguisés en gentils, qui finiront par te dévorer. Je pense que c'est malheureusement ce qui arrive actuellement aux États-Unis. Ma prochaine question est donc... Son conseiller spirituel, tu sais, son conseiller spirituel, Paula White, a littéralement dit « Si tu désobéis à Trump, c'est comme désobéir à Dieu. » Oui, c'est juste une fanatique, je veux dire, elle est juste folle. Et puis, as-tu vu, toi? Maintenant tu cites la Bible. Tu connais le premier commandement. J'ai étudié dans un lycée catholique jésuite pour garçons. Le premier commandement, c'est « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne te livreras pas à l'idolâtrie. » Et tu as vu cette immense statue dorée qui a été dévoilée dans une propriété de Trump, et qui étaient les personnes qui l'ont dévoilée? Il avait des pasteurs et des rabbins. Ouais, j'ai vraiment du mal à voir ça, tu sais, se passer aux États-Unis. Mais ça montre simplement, tu sais, ce déclin qui s'est tellement produit, tu sais, sous Donald Trump. Et certainement avec cette grande défaite à laquelle nous assistons maintenant. Ma prochaine question pour toi, Raj, c'est, tu sais, on a toujours entendu dire que les États-Unis, tu sais, ont l'armée la plus puissante du monde, incontestée. Tu sais, on est les plus grands, on est les meilleurs. Mais avec cette défaite en Iran, la capacité de l'Amérique à diriger au niveau mondial s'est-elle affaiblie? Est-ce que c'est maintenant le cas? Je pense que oui.
Maintenant, bien sûr, les partisans de Donald Trump répondront en disant « Regardez, vous savez, regardez Donald Trump au G7. Voyez comme ces dirigeants européens l'ont félicité et sont déférents. » Aujourd'hui, une déclaration conjointe a été faite avec Trump et des dirigeants mondiaux félicitant la citation de Trump. Un leadership fort pour obtenir une percée, soi-disant, avec l'Iran, n'est-ce pas? Ils ont aussi affirmé que l'accord préliminaire entre les États-Unis et l'Iran représentait, je cite, une occasion historique d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Donc, vous pourriez voir cela, le tourner à votre avantage et dire « Bien sûr, les États-Unis d'Amérique restent le numéro 1 ». Et d'une certaine manière étrange, cela pourrait encore être dû à son vaste arsenal nucléaire et à notre complexe militaro-industriel. Et le fait que, vous savez, nous dépensons une somme obscène d'argent pour les armes, mais nous ne trouvons pas d'argent pour les femmes, les nourrissons et les enfants, ou pour le CDC. Mais je m'égare. Cependant, l'Amérique est affaiblie. Comment pourrait-elle ne pas l'être? Parce que les États-Unis d'Amérique, la plus grande superpuissance militaire du monde, comme vous l'avez dit, viennent de subir une perte énorme et dévastatrice. C'est une série de défaites, sans aucune victoire pour les États-Unis. Nous l'avons déjà résumé, mais faisons un rapide récapitulatif. Le détroit d'Ormuz était ouvert, maintenant il est fermé. Des milliers de personnes sont mortes, des milliards de dollars ont été gaspillés. Les États-Unis, malgré leur puissance militaire, n'arrivent pas à convaincre l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz. Ils sont allés voir la Chine et nos alliés. Mais ni la Chine ni nos alliés ne se sont impliqués. Donc, si vous êtes un pays étranger, vous vous dites « Waouh, l'invincibilité des États-Unis d'Amérique, la prétendue inévitabilité des États-Unis d'Amérique. » Attendez une seconde, ils n'ont plus l'air si invincibles que ça. L'Iran a réussi à les battre, l'Iran avait bien préparé son coup, l'Iran a subi des pertes, mais l'Iran est en fait sorti vainqueur. Et puis vous voyez le public américain. C'est la première fois de ma vie. Cyrus, tu sais, j'ai 45 ans. À chaque fois que les États-Unis ont bombardé des personnes de couleur ou des musulmans, malheureusement, le public américain a toujours été enthousiaste au début. Dès le départ, le public américain s'opposait à cette guerre et leur nombre a augmenté chaque mois. Si bien qu'aujourd'hui, 75 à 80% y sont opposés. Donc il y a de la dissidence ici. Chez nous, tu as vu des Américains réagir à la propagande iranienne en utilisant des Legos et du hip-hop. Je n'aurais jamais imaginé ça. Tu entends des jeunes dire qu'ils n'aiment pas le régime iranien, mais ont de l'empathie pour eux, car les États-Unis et Israël les ont attaqués. Donc, voir, ne serait-ce qu'un peu d'empathie ou de sympathie envers l'Iran et d'antipathie envers les États-Unis d'Amérique, ici même en Amérique, aurait été impensable. C'est ce qui se passe. Et puis à l'étranger, les gens disent « Eh bien, waouh, l'Amérique est vraiment, vraiment mince. Elle a souffert, s'est affaiblie. Et voyez cette dégradation depuis 1 an et demi. Vous encaissez les pertes, n'est-ce pas? Donald Trump promettait d'aider l'économie, mais il l'a affaiblie. Sa guerre commerciale a aliéné des alliés sans aucune raison. Il a imposé ses droits de douane. Au final, qui en a payé le plus gros prix? Comme prévu, les Américains, n'est-ce pas? Nos alliés créent alors de nouveaux partenariats économiques. Vous avez vu le Canada et d'autres essayer de se rapprocher de la Chine et de l'Europe également. La belligérance ne vise pas seulement l'Iran. Regardez ses actions au Venezuela et ses menaces envers Cuba, le Mexique et le Canada. Il dit ouvertement que le Canada est le 51e État. Littéralement, les libéraux ont gagné à cause de la belligérance des États-Unis. Cela a littéralement ressuscité les libéraux et donné la victoire à Carney. Et maintenant, vous voyez Carney montrer ses muscles à droite, et puis n'oublions pas qu'il est aussi très sérieux au sujet du Groenland. Et donc le Danemark ne l'a pas pris à la légère. Le Danemark, littéralement, comme nous l'avons appris dans les reportages, s'y est préparé, s'est dit que les États-Unis sont en fait très sérieux à ce sujet. Donc nous pourrions devoir le défendre, sans parler de lui, Carney, qui ne cesse de se moquer et de ridiculiser les Européens, l'UE et aussi l'OTAN. Et alors, ce que le monde a vu, c'est un États-Unis d'Amérique peu fiable, imprévisible et indigne de confiance, qui a déclenché une guerre commerciale contre ses alliés, qui a rejoint Israël dans cette guerre désastreuse contre l'Iran, qui a eu des conséquences terribles, comme vous le savez. Surtout en Asie-Pacifique, malgré sa puissance militaire, il n'a toujours pas gagné. Les rapports indiquent que nos alliés, surtout ces 3 derniers mois, cherchent un nouveau leadership. Vers qui se tournent-ils? Quelles sont les 2 autres soi-disant superpuissances? La Chine et la Russie se rapprochent, s'éloignant de l'Amérique. Expliquez-moi en quoi c'est une victoire pour les États-Unis. Absolument. Moi, ce sujet revient souvent sur cette chaîne. Moi, j'ai vécu 10 ans en Chine. J'ai donc beaucoup étudié la question et la chaîne s'y consacre largement. Et nous avons fait de nombreuses vidéos sur ce sujet. Pourquoi le Canada change? Pourquoi le Royaume-Uni se tourne vers la Chine? Comme mentionné, c'est une question de stabilité.
Vous savez, vous pouvez peut-être avoir des commentaires ou des opinions sur le gouvernement chinois, mais il y a une chose que l'on peut affirmer avec certitude, c'est que lorsqu'il s'agit de stabilité, la Chine met vraiment l'accent là-dessus. Et c'est ce que beaucoup de ses partenaires recherchent, parce que quand on parle de tarifs douaniers et de guerre commerciale, c'est comme, oui, on n'a pas besoin de ça. Vous savez, ce dont nous avons besoin, c'est, vous savez, et si vous connaissez la Chine, tout ce qu'ils veulent, c'est faire des affaires, n'est-ce pas? Tout tourne autour du business. Et c'est, vous savez, faisons-le, je te donne A contre B, faisons un deal. Et vous savez, on va garder ça simple. Essayons de gagner de l'argent. Oui, vous savez. Et souvenez-vous, si vous êtes un pays étranger comme la Chine, avec son régime autoritaire, vous pensez, ce régime va sûrement durer encore 10 ou 15 ans. On peut donc traiter avec eux. Les conditions générales restent stables. Maintenant, imaginez que vous êtes un pays étranger, vous avez vu ce qui s'est passé avec les États-Unis et l'Iran, où Trump arrive après Obama et fait exploser l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Ils disent « Attendez, c'était de la diplomatie. L'Iran leur a fait confiance, n'a rien fait de mal. Je suis pourtant très critique envers le régime iranien. » Mais dans ce cas, cet accord diplomatique fonctionnait. Et puis Donald Trump décide unilatéralement de le faire exploser. Donc si vous regardez ça en tant qu'autre pays, et vous vous dites « Je ne peux pas faire confiance à ce pays parce que dans 4 ans, peut-être qu'un démocrate gagnera, et ils renoueront avec l'accord, puis Donald Trump gagnera, et il le fera exploser. Israël lui demandera d'agir, et il obéira. Ça ne vaut pas le coup. Qui est le plus stable pour soutenir ton avis? La Chine. Ils veulent un accord. Ce régime restera sûrement 15 à 20 ans au pouvoir. Je n'ai pas à craindre que ce pays agisse soudainement de façon imprudente sous un nouveau dirigeant. La Chine, faisons des affaires. Oui, absolument. Eh bien, tu as soulevé un point vraiment intéressant, c'est que, tu sais, quand on regarde les guerres, en général, elles unissent les gens. Tu sais, c'est certainement, tu sais, comme tu l'as mentionné en Israël, les gens sont unis et, tu sais, ils ont une distraction pour Netanyahou parce qu'il fait face à ces accusations de corruption. Mais, tu sais, dès le début, on a vu que la majorité des Américains s'opposaient à cette guerre. Ça n'a jamais été proche même de 50%. Je veux dire, c'est toujours une minorité qui a soutenu cela. Mais est-ce que ce conflit révèle quelque chose de plus profond sur l'état de ce pays, les États-Unis, que sur l'Iran lui-même? Est-ce qu'on est en train de regarder ce gros problème de manière interne, tu sais, au sein de notre propre société? Oui. Donc, pour votre public international, Donald Trump a fait 3 grandes promesses à sa base, et il les a trahies sur ces 3 promesses. Premièrement, moi seul sais comment réparer l'économie. Je vais réduire le coût de la vie. Alors que le monde entier, y compris l'Amérique, était bouleversé par une pandémie sans précédent, n'est-ce pas? Les gens étaient impatients. Et Joe Biden a dit « Écoutez, l'économie va mieux. Nous faisons bien mieux que d'autres pays. Il faut être patient. » Mais les gens se disent « Je sais ce qu'il y a dans mon portefeuille, et je ne vous crois pas. » D'accord. Soyons imprudents à nouveau, et tentons notre chance avec Donald Trump. Et il faut comprendre que ce n'est pas que les gens aiment Trump. Oui, il a des fidèles, mais beaucoup, comme les indépendants, jeunes et latinos, voulaient juste du changement, quelqu'un pour améliorer leur vie. Ils sont lassés de l'establishment. Alors ils ont choisi Trump il y a 11 ans, il a échoué. Ils ont choisi Biden, ils étaient toujours mécontents. Biden a tenté de nous guider pendant la pandémie, mais beaucoup pensent « Je ne vais pas mieux, ce n'est pas suffisant. Essayons Trump à nouveau. » Quelle énorme erreur! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait grimper le coût de la vie, non? Littéralement. À cause de cette guerre, comme je le disais. L'essence était autour de 3,20, 3,30, et maintenant l'essence est à 5 $ le gallon. Et l'administration Trump a dit que même si le détroit d'Ormuz rouvre, les conséquences vont durer jusqu'en 2027. Le prix des courses, des œufs, du pain, a augmenté à cause de la guerre commerciale, car nous payons les tarifs douaniers. Premier échec, il a trahi sa promesse de baisser le coût de la vie, qui a en réalité augmenté avec l'inflation. Il avait aussi promis de publier les dossiers Epstein. Les dossiers Epstein devaient être la pierre de Rosette qui prouverait la conspiration QAnon, selon laquelle tous ceux qui s'opposent à lui font partie de cet état profond, utilisé par, et c'est là que les théories du complot antisémite entrent en jeu. Les juifs, les libéraux et les pays étrangers, n'est-ce pas, pour infiltrer l'Amérique. Et nous faisons tous partie d'une cabale internationale de trafiquants sexuels. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La personne la plus citée dans les dossiers Epstein est Donald Trump. On y trouve aussi des membres de son administration et d'autres personnalités influentes à l'international. Au lieu de publier les dossiers Epstein, on assiste à la plus grande dissimulation politique de l'histoire moderne. Et la majorité des Américains, environ 75 à 80%, sont mécontents de lui et désapprouvent sa gestion. Je dirais, sa dissimulation des dossiers Epstein. Très bien, donc ça, c'est la 2e promesse non tenue. Maintenant, quelle est la 3e promesse non tenue? Il a promis aucune nouvelle guerre. L'Amérique d'abord, aucune nouvelle guerre. Je ne suis pas un va-t-en-guerre. Nous allons ramener les troupes américaines à la maison. Qu'a-t-il fait? Il a littéralement trahi sa base et c'est une guerre chaque mois.
Vous savez, la guerre avec le Venezuela, vous ne voulez pas appeler ça une guerre. D'accord. Nous avons tué plus de 120 soi-disant trafiquants de drogue qui sont en réalité des pêcheurs. Ils n'ont jamais publié les preuves. Ont kidnappé Maduro, orchestré un changement de régime, menacé le Canada, menacé le Groenland, et puis la véritable guerre, cette guerre ratée des États-Unis contre l'Iran, qui a encore une fois entraîné une augmentation du coût de la vie, n'est-ce pas? Un échec total. 3 grandes promesses non tenues, ce qui me paraît important à faire comprendre à votre public mondial. C'est pourquoi, pour la première fois en 10 ans, vous voyez que la secte est toujours avec lui, mais qu'elle rétrécit. Laissez-moi le répéter. La secte MAGA rétrécit. Pour la première fois, vous voyez un taux d'approbation historiquement bas chez les latinos, un taux d'approbation historiquement bas chez les indépendants. Les jeunes qui ont voté pour lui, un revirement historique. Il est à moins 65 points, c'était leur première élection. En moins d'1 an, ils ont conclu que ce type était un imposteur. Même certains électeurs blancs de Donald Trump, notamment sans diplôme universitaire et des hommes, quittent le mouvement MAGA. Rien que cela est désastreux pour MAGA. Il a le taux d'approbation le plus bas de l'histoire moderne. Il est dans les 30%, voire moins. Et cela, alors qu'il n'est président que depuis 1 an et demi. Et donc, cela explique pourquoi tant de personnes sont contre cette guerre, et pourquoi tant de républicains maintenant. Et vous le voyez même dans le cercle des influenceurs MAGA, il a rompu ses liens avec Tucker Carlson. Il a rompu ses liens avec Megyn Kelly, qui était contre lui. Il a rompu ses liens avec Candace Owens. Il a rompu ses liens avec Thomas Massey. Il s'est opposé à Nancy Mace. Et ce sont beaucoup de personnes qui ont demandé « Attendez, la publication des dossiers Epstein ». Toute personne qui a demandé la publication des dossiers Epstein, qui est républicaine, il l'a prise pour cible. Et pour ce qui est de Thomas Massey, très rapidement, Thomas Massey est Ro Khanna. Thomas Massey est républicain. Ro Khanna est démocrate. Ce sont eux qui ont formé cette union bipartisane et ont dit « Publions les dossiers Epstein ». Donald Trump retourne en Israël. Et l'AIPAC a dépensé une somme record pour se débarrasser de Thomas Massey. 35 millions de dollars, la somme la plus élevée jamais dépensée dans une primaire à la Chambre des représentants. Thomas Massey a perdu, mais la majorité des jeunes républicains soutenaient Thomas Massey. Et une majorité de jeunes républicains sont contre cette guerre et veulent réinitialiser les relations avec Israël. Donc, toutes les fissures sont maintenant. Vont apparaître, Cyrus, dans la semaine ou les 2 prochaines semaines. Cela offre un bon aperçu de notre situation en tant que société aux États-Unis. Je sens qu'on pourrait discuter longtemps, mais je veux garder l'interview concise pour YouTube. J'aimerais tout de même poser une question intéressante. Vous savez à quoi ressemblerait une politique étrangère américaine réussie envers l'Iran, disons, dans 5 ans? Si l'on se projette honnêtement dans l'avenir, jusqu'où peut-on aller avec l'Iran, sachant que le changement de régime n'a pas fonctionné? Il faudra trouver comment collaborer avec ce régime. À quoi cela ressemblerait-il? Vous savez, le régime iranien est oppressif. Le régime iranien tuait ses propres citoyens, ses propres manifestants avant la guerre. Le régime iranien était impopulaire. Malheureusement, à cause de la guerre maintenant, il s'est passé quoi? Beaucoup de gens se sont unis contre une menace commune, qui est les États-Unis et Israël. La meilleure façon, et nous l'avons déjà vu avec le JCPOA, c'était par la diplomatie. Ils ont tout essayé d'autre. Les sanctions ont rendu l'Iran plus militant. Elles ont isolé davantage l'Iran. Cela a vraiment nui à l'Iran. Donc, vous amenez l'Iran à la table des négociations. Vous l'attirez avec un allègement des sanctions. Vous dites, d'accord, nous allons libérer certains de ces avoirs, n'est-ce pas? Nous allons vous inclure dans la conversation. Nous voulons nous assurer que vous n'êtes pas en voie de fabriquer une bombe nucléaire et demandons plus de transparence sur votre nouvel enrichissement d'uranium. En échange, voici un allègement des sanctions. En échange, vous ouvrez aussi le détroit d'Ormuz. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'était l'accord entre les États-Unis et l'Iran, le JCPOA, qui est essentiellement ce vers quoi nous allons revenir. Mais ce sera encore pire que ça, parce que Donald Trump, même s'il a dit qu'il ne le ferait pas, va très probablement céder des milliards de dollars, bien plus qu'Obama ne l'a fait, n'est-ce pas? Mais vous devez maintenant faire face à la réalité qu'il s'agit d'un Iran plus jeune, plus dynamique, d'une certaine manière plus puissant, qui va émerger avec cette direction, ce régime 2.0 qui va montrer sa force. Et avec ce régime, vous essayez d'engager un dialogue diplomatique. Ensuite, vous continuez d'aider le peuple iranien, et vous continuez de soutenir les efforts démocratiques. Et le meilleur objectif en ce moment, de façon réaliste, c'est que le peuple lui-même, lentement mais sûrement, espérons-le rapidement, mais sûrement, se lève et montre son mécontentement à travers des manifestations, à travers des revendications de réforme. Comme en Hongrie, Viktor Orban paraissait inévitable jusqu'à ce que cela change, en environ 2 ans. Et puis Peter Magyar, qui était un conservateur mécontent, ce n'est pas un libéral, loin de là.
Face à la corruption et à l'oppression, Magyar a mobilisé la jeunesse via les réseaux sociaux et, en 2 ans, a bâti une coalition qui a affronté et vaincu Orban et le Fidesz. Et un nombre record de personnes sont descendues dans la rue. Du jamais vu depuis 1989, et on dit « assez » à Orban. Et Orban était considéré par Steve Bannon comme un Trump avant Trump. Il était le modèle. Tout ce qui semble inévitable, comme on l'a vu dans l'histoire, Cyrus, est absurde, non? Malheureusement, c'est notre situation actuelle. Vous faites face à un Iran plus jeune, dynamique et puissant malgré ses pertes. Vous optez pour la diplomatie, car la guerre a échoué. Il faut alléger les sanctions. En échange, vous demandez une supervision et de la transparence. Vous vous assurez qu'ils n'obtiennent pas l'arme nucléaire. Je pense que vous devez couper vos liens avec Israël. Les démocrates le feront-ils? Et c'est bipartisan. Les dirigeants démocrates et républicains le feront-ils? Ils devraient. C'est une évidence. Vous l'avez même vu au sein du Parti démocrate. Certains gagnent en refusant l'argent de l'AIPAC. Vous dites, Israël, tu es seul. On a assez gaspillé de munitions et de bonne volonté. Tu veux te battre? Batte-toi. Tu ne feras pas ça avec notre argent et nos munitions. Tu coupes le robinet. Israël dépend de nous pour poursuivre son occupation et cette guerre. Ainsi, tu gardes aussi Israël sous contrôle. Et puis, au lieu de, je ne sais pas, organiser des coups d'État, et au lieu de remplacer des dirigeants démocratiques par des dictateurs, les États-Unis pourraient investir dans la démocratie, la liberté d'expression et la croissance. Et l'économie au lieu des bombes. Oui, c'est très bien dit. Eh bien, ce fut un réel plaisir. Nous allons mettre tous les liens vers ses réseaux sociaux. Il a une compte X et une excellente newsletter Substack de Left Hook. Les liens, y compris celui de sa chaîne YouTube, seront en bas. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Josh. Ravi d'avoir échangé avec toi, restons en contact. Je souhaite te réinviter dans l'émission prochainement. Oui, c'était vraiment sympa, mec. Merci beaucoup.